c'était pas obligé, c'était pas quelque chose Est-ce qu'à ce moment-là, recommandé par eux en tout cas. À ce moment-là, tu as compris que la situation avait évolué? Oui, parce que moi, les rapports que j'avais eus avec les autres êtres, c'était des rapports, disons, physiques, des rapports où je voyais mon interlocuteur. Et là, je voyais plus mon interlocuteur. Là, j'entendais des voix, on entendait des voix dans l'espace, mais il y avait personne en face de nous. C'est-à-dire qu'à la limite, les gens de l'OM, les semi-géométrisés, puisque maintenant on les appelle les semi-géométrisés, je pense que les auditeurs ont enregistré le terme, ces êtres-là se manifestaient. Donc ils auraient pu venir nous demander, frapper à notre porte ou rentrer directement, ils auraient eu moyen de rentrer. Mais on les aurait vus, on leur aurait donné des amendes en les voyant. Or là, c'était plus le cas. Est-il vrai que dans les messages que tu as eus après, ils t'auraient dit, en fait, si tu vas le confirmer ou l'infirmer, que les premiers qui avaient pris contact avec toi avaient été punis ou étaient sur le point de l'être? Voilà, moi je le déduis, ça dans la cassette précisément de Jimmy Gueux, parce qu'il me pose la question. Je déduis que ces êtres-là, les semi-géométrisés avaient été un petit peu loin à un moment donné, mais on en avait eu besoin pour mon éducation, pour pas dire pour mon initiation, parce que dans ma formation, on va dire cartésienne, j'aurais difficilement accepté un message de but en blanc comme ça, qui m'eût été donné je dirais oui, de but en blanc, comme je viens de le dire. Alors je pense qu'il fallait passer par une escalade, j'appelle ça d'ailleurs une escalade, qui m'a permis d'avoir des frayeurs, entre guillemets, mais aussi de constater qu'il y avait des choses qui nous dépassaient et qu'il fallait que je les accepte d'une manière ou d'une autre, même si j'avais pas été éveillé et éduqué à ça. Je reviens aux voix, quand on les écoute, ces voix, oui. Grâce au CD que tu nous as amené, on les sent terriblement autoritaires, oui. Pas vraiment sympas, j'abonde dans le sens de Didier, et plus qu'autoritaires, persuasives. Non, moi je m'arrête pas à la forme, je le répète, je vais au fond des choses et c'est le fond qui rend les choses persuasives dans la mesure où on peut constater les effets de ce qui est dit. Parce que dans l'instant, on peut très bien dire allez vous coucher, levez-vous, bon mais c'est pas ça n'apporte rien, on peut faire ça avec un petit chien ou un petit enfant. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, ces voix, quand elle dit, par exemple, tout à l'heure on a un petit peu écouté, vous n'y parviendrez pas, et elle explique pourquoi on peut pas parvenir à quelque chose. En l'occurrence, c'est à moi qu'elle parle, vous n'y parviendrez pas. Elle le dit avec une certaine autorité, mais je pense que j'ai besoin de cette autorité. Moi, en tout cas, de par mon caractère, de par mon tempérament, j'ai besoin de cette autorité pour prendre un certain recul et me remettre en cause. Parce que je suis un rebelle, contrairement à ce qu'on peut penser, on me voit très doux, très calme comme ça, mais je suis un personnage rebelle. Je suis pas facile à vivre spécialement. Ma mère disait toujours, mais il faut se méfier de l'eau qui dort, en parlant de moi, donc je pense qu'elle savait de quoi il retournait quand même. Oui, il y a cette phrase aussi qui a pas mal de relief dans le livre à propos de la conduite sociale. Cette phrase dit servez-vous du système sans le servir. Oui, et je crois que c'est une phrase qui guide Jean-Claude Pantel tout au long. Ne le servez pas, c'est ça. Nous accueillons Pierre. Pierre, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je voudrais parler à Jean-Claude. Je voulais lui demander, mais c'est quoi son message d'amour? J'ai pas très bien compris. Déjà, il faudrait définir l'amour. Moi, quand je parle aux gens, il y a des termes, la foi, la souffrance, l'amour, on tombe rarement d'accord sur la signification de ces mots-là. Alors, l'amour, chez ces êtres-là, déjà, ils préfèrent parler d'harmonie. Parce qu'il est dit dans le livre... Non, mais je parle pas des êtres. Oui, mais c'est les êtres qui donnent le message, non, donc mais on est obligé. De vous, moi. Bon, mais alors moi, je vais vous dire tout de suite, c'est déjà d'apporter aux gens, à un moment donné, la compréhension de ce pourquoi ils souffrent. Je pense que c'est important de savoir pourquoi on souffre. Parce que si on ne va pas, comme je disais depuis le début, à la cause, à l'origine des choses, on ne pourra pas guérir, à un moment donné, et on ne pourra pas empêcher la conséquence et on ne pourra pas guérir le mal, si mal il y a. Alors moi je considère que l'amour c'est l'évolution de son prochain, l'évolution de son semblable en tout cas, et de son prochain à travers un état cellulaire, puisque à travers les revies qu'on est censé effectuer, il y a des mémoires, et plus ces mémoires sont évoluées, et plus l'individu qui viendra leur servir de support, il sera évolué aussi. Et ça, je pense, c'est un message d'amour, ça. Normalement, un message d'amour, c'est de servir de ses souffrances pour donner de l'espoir aux gens. Mais l'espoir, il s'agit de savoir où on le situe et en quoi on le met. L'espoir en quoi? L'espoir, justement, l'espoir en l'homme, déjà. Oui, mais quel espoir en l'homme? Il faut être précis, là. L'espoir de quoi? De le voir meilleur, de le voir immortel, de le voir... Non, pourquoi immortel? Surtout pas. Qu'est-ce qu'on se ferait chier? Vous voyez? Oui, on s'ennuierait. Ben oui. Je
trouve votre discours assez dangereux, je sais pas. Oui, bien sûr. Non, mais c'est certain, on me l'a déjà dit ça, mais parce que je crois que là, à brûle pour point comme ça, on ne peut pas, je pense, entreprendre une étude complète du message. C'est complètement impossible. Je sais, Didier, Jean-Claude, Marie-Thérèse, les gens qui m'entourent en sont convaincus, je pense, c'est évident. Déjà, il faut avoir un vécu de la chose. Il faut savoir que ce vécu, peut s'adapter au message, et que même on va dire que le message s'adapte au vécu à un moment donné, sans qu'il faille suivre un ordre des choses, parce que il n'y a pas de méthode. À un moment donné, il y a une constatation à faire des choses, et c'est à travers ces constatations, si nous les effectuons en bonne et due forme et dans l'ordre, on va dire, on peut s'apercevoir des carences, on peut s'apercevoir des malversations qu'on vit, on peut s'apercevoir de toutes nos erreurs, de toutes nos errances. Mais si on ne l'aborde pas, un problème de culpabilité. Mais de culpabilité, il s'agit de savoir à un moment donné de quoi nous sommes responsables et de quoi nous pouvons être coupables. Moi, je crois que quand on réitère, quand on parle d'hygiène de vie, quand on parle d'écologie, par exemple, et qu'on persiste à fabriquer des voitures, par exemple, qui polluent, voilà, ça appartient à notre mode de vie. C'est l'humanité qui fait ça. Hein. Et c'est pas toute l'humanité, mais enfin, il semble, si on écoute nos scientifiques. Mais justement, cette poignée-là va tomber un jour. Hein. Mais elle va tomber, mais pourquoi on vit? Non, mais pourquoi on vit déjà? Ça, c'est pas la bonne question. Je crois pas que ce soit la bonne question. Je crois que pourquoi on vit si mal? Enlever l'espoir aux gens, j'ai l'impression. Non. Mais là, je dis bien encore, il faut définir l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'une vie meilleure. Je vous ai dit de l'immortalité. Vous me dites non, on s'emmerderait. Alors, je reprends vos termes, je crois, mais non. Déjà d'être bien les uns avec les autres. Alors déjà, ça voudrait dire qu'on fige une situation. Ça voudrait dire qu'on est voué à ne vivre que 100 ans, ou un siècle, 2 siècles, ou 3 siècles, peu importe. En sachant qu'au-delà, on s'emmerderait. Donc déjà, c'est vous qui manquez d'espoir, moi je pense à ce niveau-là. Mais non, mais déjà, moi je crois que si... 1000 ans, on se rappellerait déjà même plus du reste. S'il y a une mutation qui s'opère, il est évident que notre cerveau, il fonctionnera pas de la même façon. On fige, on regarde des situations, on a pris un train en marche, et on s'imagine qu'il n'y a que cette destination. Et c'est là qu'on fait l'erreur. Enfin, je ne sais pas si je suis bien clair à l'antenne, parce que je fais aussi des gestes. Là. Et non, je suis pas clair, vous voyez. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il faut le situer, l'espoir. Il faut pas parler dans le vague, comme ça, on peut être mieux, on peut être moins bien. Non, ça veut rien dire, ça. Ça, ce sont des mots. Qu'est-ce qu'on remet en cause personnellement donc chaque jour? Vous savez ce qu'est l'espoir, et moi, je le sais pas, c'est ça? Non, moi, je cherche à le définir, monsieur. Je sais pas ce qu'est. Pas besoin de le définir. Ah ben moi, oui. Moi, je sais que si je sais que, par exemple, je pollue, je vais essayer de pas polluer, je vais savoir ce que j'ai à me reprocher, et ce que je suis susceptible de remettre en cause. Donc c'est encore de la culpabilité. Ça. Mais c'est évident, mais on est tous coupables ou responsables de quelque chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il s'agit de la définir. Vous êtes bien, vous? Ouais, ça va. Mais c'est parfait, mais je suis très content pour vous. J'ai écouté votre chanson tout à l'heure, là. Oui. J'ai écouté aussi les voix oui. Ça ressemble beaucoup à votre voix, il n'y a pas de problème. Oui, je sais, puisque mon orchestrateur le dit, oui. On dirait de l'échantillonnage poussé un peu dans les aigus, c'est spécial. Oui. Bon, moi, je sais pas, je me demande si vous êtes encore dans la réalité, quoi. Ben écoutez, je sais pas, et je crois qu'il faut se contenter d'espérer, puisque vous parlez d'espoir. Parce que vous avez cité quand même des chanteurs français qui avaient pas... Il est beau leur discours, non? Ben moi je trouve qu'il est beau, mais on n'a pas évolué depuis, parce qu'on n'attaque pas la cause des problèmes, on attaque des conséquences. Donc il a évolué, mais il est dépassé. Ben, il a toujours été dépassé, puisqu'on a caché la vérité du départ. Si on regarde les paroles de Jésus, notamment dans les apocryphes, on s'aperçoit que ça a été caché tout ça. Les textes de Karlsenstein, ils ne sont différents en rien. À un moment donné, ils montrent les limites que Jésus ou que d'autres ont pu montrer à d'autres époques. Alors, seulement... vous parlez de Jésus, vous parlez de Dieu, alors de qui vous nous parlez des personnes que vous entendez là? Mais ces personnes-là, ces êtres-là, ont certainement initié à d'autres époques, c'est Jésus, c'est Moïse, et voire d'autres, qui sont moins célèbres, qu'on ne connaît pas. Mais le message reste le même. Le message, à un moment donné, de s'apercevoir des limites. Tant qu'on ne voit pas les limites, je crois qu'on ne peut pas parler. On va toujours on va pédaler dans la choucroute, c'est pour reprendre un terme vulgaire. Je crois qu'on va pédaler dans la choucroute, mais on va pas avancer pour autant. C'est bien beau de dire il faut s'aimer, mais moi je suis d'accord. Mais on commence alors. On commence tout de suite. Alors on le fait pas. Il y a Krishnamurti qui disait, monsieur, madame, vous voulez changer? Nous voulons changer. Non, mais moi je vous cite Krishnamurti quand même, qui était quand même un bon penseur. Non, mais moi j'ai pas de culture, Ben je vous l'apprends. Je vous l'échange, je vous le donne, je vous le fais cadeau. C'est un cadeau. Krishnamurti, c'est un auteur qu'il faut lire, je crois, quand on a une quête précisément de spiritualité. Il disait, monsieur, madame, vous voulez changer, l'humanité veut changer, elle n'y parvient pas. Pourquoi? Et je crois qu'il posait la vraie question. Il ne s'agit pas de dire il faut s'aimer, puisqu'on n'y arrive pas depuis des années, des siècles, des millénaires. C'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Mais moi, j'arrive à m'aimer avec des gens, il n'y a pas de problème. Mais attendez, mais il faut quand même constater que nous sommes dans une civilisation où il y a des conflits, où il y a des maladies, où il y a le vieillissement, où il y a des souffrances qui peuvent paraître inutiles. C'est évident, mais ça l'a toujours été. Eh ben voilà, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux à un moment donné. Il faut mieux l'accepter. À un moment donné, on va toucher le fond et on va rebondir, sinon à quoi... Non, mais attendez, ça ce sont des mots, ça ce sont des mots, ce sont des images, ça. Ce sont des images. Non, mais ce sont des images. Je donne pas d'ordre. Tout ça, je supporte pas trop les ordres. Non, mais moi je donne pas d'ordre. Simplement, je vous dis attendez. Ben, je vous dis attendez parce qu'il faut savoir prendre les choses en leur temps. Et moi, je dis d'une façon, on va dire calme, attentive. Je pense pas qu'il faille dire, eh ben voilà, ça va changer, ça va s'arranger. Non, demain il fera beau. Dans le midi, on dit demain il fera soleil. Moi, je pense que demain il peut faire soleil comme il ne peut ne pas faire soleil. Voilà. Et puis on a ces idées manichéennes de bien et de mal sur lesquelles on va revenir ad vitam aeternam, mais je ne sais pas si c'est ça qui va nous faire évoluer. Voilà pourquoi je dis attendez. Merci Pierre pour tes questions. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Oui, Jean-Claude Portel voulait placer bien haut pour dire qu'ils ont été les initiateurs de gens comme Jésus. Non, je place pas haut. Je compare. Tout à l'heure, je parlais au début de l'émission de recoupements à effectuer. Or, moi, je m'attarde à des recoupements. Quand on me dit est-ce que c'est la vérité, je dis moi, je ne sais pas si c'est la vérité. Je constate que ça correspond à ça, que ça correspond à ça, que ça a été dit à une autre époque comme ça. Et c'est là que je dis qu'on trouve une unité. Et si on est capable de trouver une unité à un moment donné, on peut penser qu'on est déjà dans une forme de vérité. Sinon dans la vérité elle-même. C'est tout, je cherche pas à convaincre qui que ce soit. Moi je dis aux gens, lisez. Je parle de Krishnamurti, là j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il disait, vous n'êtes pas là pour m'écouter, je suis un orateur, si je vous surplombe sur une estrade, c'est par commodité, pour que tout le monde me voie, mais n'écoutez pas bêtement ce que je vous dis, essayez de voir par vous-même, mais moi je crois que c'est ce qu'il faut dire. On va écouter un autre extrait, un très court extrait, de ces voix et de ce message. Chassez donc de votre esprit toute notion d'animisme. Rasmussen vous le confierait mieux que moi, ayant dû en son temps exorciser par certaines pratiques druidiques qu'il laborait, ce qui édifiait en quelque sorte la peur de ses contemporains. Oui, c'est assez solennel, je trouve, toujours. Oui, bon, mais l'animisme, le fétichisme, bon, donc je crois qu'à un moment donné, bon, si on aborde le texte dans son intégralité, elle veut parler là de tout à l'heure ce qu'on disait à propos des phénomènes de groupe. Il est certain que Rasmussen a été dans son temps un druide, donc il participait donc à des rituels, et quelquefois ça allait jusqu'au sacrifice. Et les sacrifices créaient précisément cette émotion dont nous avons parlé, ces émotions, bon j'ai dit cette émotion, ces émotions qui certainement apportaient une énergie, dispenser une énergie et pour son espèce et pour d'autres espèces. Voilà pourquoi le phénomène de groupe, à un moment donné, il peut avoir son influence. On le voit à travers les conflits de notre époque et des époques précédentes, à travers une idéologie, à travers beaucoup de choses. Nous avions une autre question en attente avant d'autres interventions d'auditeurs au 08 92 23 95 20. Cette question en attente, c'est que sont devenus, on s'était promis de se la poser tout à l'heure, les enfants de 1970. Voilà. Alors, on vient de parler des phénomènes de groupe, mais je crois que on a fait la liaison. Alors là, il va falloir être un petit peu attentif, il va falloir que je ne me paume pas dans le détail. Alors, les enfants eux-mêmes, par rapport à leur identité, bon, mais il y en a 2 ou 3 dont je sais là, à quoi ils ont abouti. Bon, ils ont fait leurs études, ils sont rentrés plus ou moins dans le système, dans la société, avec des diplômes. C'est vrai qu'ils ont fait des études assez poussées. Mais c'est pas ça qui a réellement s'est produit, parce que c'est pas axé sur Jean-Claude Pantel uniquement. Jean-Claude Pantel a été à un moment donné l'instrument de rencontre entre ces êtres-là et la limite les enfants de ses amis. Mais il faut bien penser que pour changer une société, on ne se sert pas que des enfants, des amis de Jean-Claude Pantel. On va se servir des enfants en général. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ? Et qu'est-ce qui s'est passé surtout après ? En 1997, je reçois chez moi un monsieur qui est donc à qui j'attribue 30-35 ans d'âge, on va dire, et qui me propose de rencontrer quelqu'un qui voulait me rencontrer après avoir lu mon livre. Alors je ne comprends pas déjà que la personne elle-même ne soit pas venue à ma rencontre, qu'elle délègue quelqu'un. Bon. Toujours est-il que j'accepte et que je me tiens à la disposition de cette personne. 3-4 jours après, le personnage revient, je ne suis pas là, je suis au studio d'enregistrement à Marseille, faire ma musique. Et ce personnage revient, donc je trouve ma femme, et lui remet des prospectus de yoga, de chants religieux, des tas de choses, enfin, abus spiritualistes, on va dire.
Et il dit qu'il reprendra contact avec moi pour savoir quand je peux recevoir la personne. Donc je rentre le soir un peu fatigué de Marseille. Et il y a un petit livre, un petit fascicule que évidemment je n'ai pas mené là parce que je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, où il y a écrit dessus les droits de l'OM. Donc je regarde ça, mais machinalement. Et j'écourte, je vais quand même un petit peu rendre la chose plus concise. Le lundi, donc le dimanche soir il me dit la personne voudrait rencontrer le lundi, est-ce que c'est possible? Je dis ben oui, pourquoi pas, je suis disponible. Et voilà que le lundi, je reçois une dame d'une quarantaine d'années, ou 45 ans on va dire, ce monsieur et un autre monsieur du même âge que ce monsieur, donc des gens, des trentenaires et une quadragénaire avancée on va dire. Cette personne s'assied en face de moi, la dame donc, et les deux messieurs, les deux jeunes hommes, on va dire, la serrent de très près. Donc j'avais une table de ferme assez grande, assez longue. Je trouve la situation un peu bizarre. Et là, la femme commence à me parler, elle commence à fermer les yeux. Et elle me tend un livre qu'elle avait écrit. Et elle me dit, nous avons formé une communauté. Alors je l'écoute évidemment. Et bon, en échange, je lui remets mon tome 1 qui était sorti à l'époque. Et moi, je lui demande ce que signifie le petit fascicule Les droits de l'OM. Et elle repoussait, carrément le repoussait, toujours avec les yeux fermés. Et les autres qui la serraient de près, je trouvais cette situation un petit peu bizarre, un petit peu confuse. Mais j'avais pas tout de suite réalisé de quoi il retournait encore. Donc, on situe bien des personnes de 30-35 ans. On est en 1997. Hein. Donc 67-97, on va dire, ça fait 30 ans. Hein. Alors ces enfants sont nés dans les années 70, on va dire, hein, on va dire ça comme ça. Et ils sont donc en âge d'avoir été éduqués par l'OM, ou leurs semblables en tout cas. Alors comment ont éduqué ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait plutôt les semi-géométrisés à propos des enfants nés dans les années 70, et certainement avant. Bon, enfin moi, comme je suis concerné par cette histoire et que ça s'est passé dans les années 70, on va parler des années 70. Auparavant, situons le problème, 1994, 4 octobre 1994. C'est une nuit assez particulière. Je reçois 2 amis et ce soir-là, bon, il y a une vingtaine de phénomènes qui se produisent. Le premier, le premier marquant en tout cas, c'est un album de Tintin qui tombe sur le sol, c'est le Temple du Soleil. On reçoit un briquet, écrit avec une inscription en allemand dessus, et puis des bougies qui s'allument, qui s'éclairent, la flamme vacille un instant, c'est courte, et puis... En fait, tout ça, c'était des matérialisations, d'après ce que vous Oui, mais c'était des matérialisations, hein. Mais ce qu'il fallait voir, c'est qu'il y avait un symbolisme là-dedans, en tout cas, il y avait une transposition de faits qui était en train de se dérouler par ailleurs. Donc, Lucette, ma femme, était absente, donc on a mis un peu d'ordre dans la maison parce qu'il y avait de la cire partout. Je dis demain matin je me lèverai assez tôt et je nettoierai un petit peu les lieux parce que si elle trouve de la cire partout, ça va. Tu profites, le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc le matin je me lève, plein de bonne volonté, et il n'y avait plus une goutte de cire nulle part. Et je commence quand même à donner un petit coup de balai. Je savais qu'elle rentrait dans la journée à nettoyer, et là je tombe sur un billet de 20 francs suisses. Donc je ramasse le billet de 20 francs suisses. Je dis tiens, peut-être Patrick, qui était venu donc la veille, l'a perdu, comme je sais qu'il va souvent en Haute-Savoie, que c'est frontalier, bon, peut-être qu'il l'a fait tomber, bon. Et puis il m'appelle au téléphone dans la journée, il me dit tu as compris ce qui s'est produit hier? Je lui dis pas du tout, mais il n'a pas regardé les informations, je lui dis pas du tout. Et bien il me dit, et là arrive une pluie de pièces, encore suisse. Et évidemment il y avait eu l'affaire du Temple solaire, c'était la fameuse nuit du 4 octobre 1994. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la dame, avec ces 2 personnes qui l'entourent de très près, j'ai parlé des phénomènes de groupe. Il semble que les semi-géométrisés se servent des groupements, des associations, pour précisément piquer cette émotion dont on a parlé tout à l'heure, qui est leur nourriture. Et donc ils gèrent, à mon avis, je dis bien c'est mon avis personnel, ils gèrent, on va dire, des sectes entre autres, mais ils sont capables de se retrouver aussi bien dans des stades Vélodrome ou au Parc des Princes, au Stade de France, pour prendre précisément là où quelque chose. Il y a des grosses émotions. Voilà, de grosses émotions. Alors si on tient compte de la phrase de Malraux qui dit le 21e siècle sera spirituel ou il sera pas, je pense qu'en contrebalancement de la barbarie qu'on peut trouver peut-être dans certaines banlieues, qu'elles soient marseillaises, parisiennes ou autres d'ailleurs, je pense qu'il faut en face cette spiritualité. Donc un côté extrasensoriel, on va dire, qui peut à un moment donné être plus qualitatif. Je rentre pas dans le manichéisme, je dis bien plus qualitatif pour eux, dans le cadre d'une délitescence dont on a parlé tout à l'heure. J'espère que je suis pas trop compliqué pour les gens qui écoutent. Pour moi c'est un langage devenu courant.
Donc, sachant qu'on arrive à une fin cyclique et qu'il va y avoir une mutation d'ensemble, ces semi-géométrisés sont susceptibles, en nous prenant de l'émotionnel, de cumuler, on va dire, une énergie qui leur permettrait de passer dans des strates supérieures, et nous serions à ce niveau-là leur nourriture pour cette fin cyclique, pour ce point de non-retour. Donc en gérant des sectes, voilà ce qu'ils ont fait peut-être des enfants des années 67, 70, ils en ont fait aujourd'hui les trentenaires qui sont les membres actifs, on va dire, de ces associations sectaires, donc, contre lesquelles moi personnellement je n'ai rien, parce que dans la mesure où les gens vont chercher un refuge là-dedans, c'est qu'ils sont mal dans la société dans laquelle on vit. Alors pour résumer, en allant brailler Allez les Bleus, on aiderait des Atlantes ou d'autres coincés au milieu de leur évolution qui attendent cette bouffée d'émotion pour progresser. C'est-à-dire que eux, ils se situent, ils vont se trouver où il y a des groupements, mais il est certain qu'ils vont prendre quelque chose, de très subtil qui peut aussi bien, c'est pour ça que je refuse le bien et le mal, qui peut aussi bien tourner selon l'ambiance dans la violence que dans l'amour, on va dire, pour reprendre des termes qui nous appartiennent. Et là, on parle de l'amour tel qui nous concerne et de la violence telle qu'on la conçoit. Et à partir de ce moment-là, cette énergie qui est la même, ils la filtrent, ils s'en servent, mais ils ont besoin d'une énergie collective parce qu'eux sont susceptibles de passer dans un état supérieur en collectivité, chose que nous ne sommes pas capables de faire, sinon individuellement. Oui, c'est ça. Donc ils attendent l'entrée en finale de Coupe du Monde de la France pour franchir le pas. C'est-à-dire ils ont besoin d'un carburant, quelle que soit la nature du carburant. Voilà, mais ils ont besoin, Marie-Thérèse, ils ont besoin, je vous interromps, oui. Ils ont besoin quand même, à un moment donné, d'après ce que je comprends, et c'est parce qu'il y a une loi physique qu'ils appellent l'oscillationnisme, là c'est plus les semis qui en parlent, mais c'est Carl Einstein, cet oscillationnisme, il est aussi bien dans le bien que dans le mal. Enfin, pour nous, le bien et le mal, eux, ils disent pas ça, oui. Mais il est certain qu'ils ont besoin aussi de la spiritualité, auquel cas, les sectes leur sont très utiles. Parce que dans les sectes, en général... Mais même toutes les manifestations religieuses... Aussi, mais la religion, c'est tout groupe donne naissance à des égrégores. Tout à fait. Que ça soit dans une église chrétienne, dans un temple bouddhiste... Tout à fait, mais j'aurais jamais pensé qu'ils géraient de façon aussi structurelle ces événements. Voilà, pour moi, ça a été la grande découverte de 1997. Voilà l'explication de la chaîne alimentaire. Voilà. C'est ça. Oui. Il y aura une chanson qui viendra après que j'ai écrite là-dessus. Oui, j'assistais il y a des années de ça à Bercy, à un concert du gentil Higelin. Je ne doute absolument pas de sa sincérité, de son cœur, d'ouverture généreuse de ce type. Mais toutefois, on peut se trouver piégé par 18 000 personnes qui focalisent vers soi, et puis les faire rentrer dans un jeu répétitif, accompagné de caisses, de batteries, et puis les amener, ces 18 000 personnes bien volontaires, à scander. 20 minutes plus tard, il n'y a plus de différence avec Munich, Hitler. Tout à fait. Bien qu'évidemment, Higelin n'est pas en cause, il n'est pas adhérent, il n'adhère à aucune de ces thèses. Mais la mécanique de 18 000 personnes auto-alimentant le chanteur qui les alimente, avec les tambours qui résonnent derrière, le bras levé n'était pas loin. Oui. Et au-dessus peut planer un groupe d'entités malfaisantes affamés, qui récupèrent et en partent. Mais on le voit, c'est pas une vue de l'esprit, parce que Colline, comment elle s'appelle? Colline Serrault. Dans La Belle Verte, quand elle montre un match, je crois que vous voyez Paris Saint-Germain, les supporters, à un moment donné, ils lèvent la main, comme faisait le Troisième Reich, il n'y a pas de différence, là. Donc on est capable de vivre dans un ambiant donné des situations qu'on va réprouver dans un autre ambiant. Alors qu'on est tout gentil, propre sur soi, on croit participer à un concert qui nous réjouit. Oui. Et puis en fait, on accumule une énergie qui ensuite est capturée. Oui. Tout à l'heure précisément, on a parlé de Miklos Rosa, c'est ce qu'il est venu récupérer dans le Colisée à Rome. Mais lui, il a fait la musique de Bagnure. C'est sûr que c'est mieux. Je pense que c'est Poltergeist, on dit les théories standards disent souvent que ces phénomènes se passent quand les personnes sont en crise d'adolescence. Mais en ce qui te concerne, la crise d'adolescence, elle dure depuis combien? 30 ans, 35 ans? Je suis resté un grand enfant. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, je suis resté un grand enfant quand même, mais je pense pas que ce soit uniquement axé là-dessus. Je pense encore une autre fois, on a voulu expliquer quelque chose qu'on comprenait pas. L'homme veut toujours donner des explications. Je me rappelle quand il y avait les bulles dans les vitres. Je l'écris ça dans le livre. Il y avait des experts qui étaient là, ils venaient, et moi j'ai vu un rapport, il le dictait. Impact produit par des objets contondants à effet boomerang.
Ça veut absolument rien dire. Non, il faut ça veut dire comment on retrouvait pas l'objet. Il faut expliquer, là on est en radio. Oui, alors on est en radio. Il y avait des bulles qui se produisaient dans les baies vitrées des immeubles avoisinant l'immeuble où j'habitais, même dans mon immeuble, on va dire, où j'habitais. Et il y avait évidemment, comme ça se reproduisait souvent, ils changeaient les glaces, ils changeaient les vitres. Mais après, il y avait une enquête. Bon, comme il y avait rien qui se produisait on va dire, d'effectif. Il n'y avait pas de témoins. C'est-à-dire que des billes d'acier avaient provoqué des alvéoles. Oui, voilà, dans voilà. Le verre, sans le briser. Sans le briser, mais ça faisait des... Fort, ça. Sans le briser. Mais il y a dans le film de Jimmy, précisément, il y a, si on regarde bien, il y a ces cônes. Et on dirait des meules de gruyère, on dirait. Hein. Ça creuse. C'est très joli d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve que c'était esthétique. Ils voulu changer les vitres. C'est là, regardez. Moi, je trouvais que c'était très joli. Et je plaisante, mais enfin, c'est quand même vrai. Et donc, je situe, donc je répète ce que je disais tout à l'heure au niveau des expertises. Il y avait eu un rapport qui avait été fait sur lequel il était mentionné que ces impacts avaient été produits par des objets contondants à effet boomerang. C'est-à-dire, effet boomerang, c'est-à-dire qu'on les retrouvait pas, quoi. Tiens, il est temps de produire une ampoule, mais halogène, si possible. Je vais même te donner le voltage, parce que celle-ci vient de cramer. Ben voilà, on a donné trop d'énergie. Il serait temps d'en produire produire une neuve. Deux, je suis candidat pour une paire, parce que celle-ci ne fonctionnait pas avant même que tu arrives. On va finir dans la pénombre, Oui. Non, mais voilà, j'essaie de répondre et d'être le plus concis, le plus explicite possible, mais je sais pas si j'y parviens vraiment. Je demande pardon d'avance aux gens qui écoutent, parce que je conçois que c'est pas facile. On va écouter un autre extrait. Considérez le mot chose comme étant la formalisation diversifiable de l'expression du mouvement sans plus. C'est une question, hein. Avant tout, je pose la question, qu'entendez-vous par le mot chose? Considérez le mot chose comme étant la formalisation diversifiable de l'expression du mouvement sans plus. Oui, mais alors c'est un véritable dictionnaire qu'il nous faut pour comprendre les textes. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on attribue par exemple au mot chose énormément de sens. Chose, machin, quelque chose, un truc. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Bon, comme il s'emploie à un moment donné notre vocabulaire, je dis qu'entendez-vous par chose, parce qu'il me semble que dans leur langage à eux, ça devrait être quelque chose de plus précis. C'est le cas de le dire, je viens encore de dire quelque chose. Hein. Donc, c'est l'expression du mouvement, voilà. La chose, c'est l'expression du mouvement, on va dire, dans leur langage. Oui, ce qui nous amène à décortiquer mot après mot. Ce qui nous emmène, on l'a fait notamment au niveau des suffixes, hein, quand il y a beaucoup de ismes dans leur terminologie, et ce isme induit un mouvement, une idée de mouvement. On le voit chez nous, hein, la mécanique, le mécanisme, hein, comparaison, ils disent comparativisme. Donc ça veut dire qu'il y a une comparaison pour eux, il n'y a rien de figé. Donc à partir du moment, c'est toujours en mouvement. Donc quand on compare quelque chose, ce mouvement de comparaison demeure. Cette comparaison demeure dans le mouvement. Et qu'est-ce que veut dire immanentisme? Alors la justice immanente, on en revient à la justice de Dieu, là encore. Hein. L'immanentisme, ce serait une justice supérieure qui serait donc en mouvement toujours. Une fois de plus, ces notions d'immanentisme contre lesquelles je vous avais enjoint de prévenir votre entourage. Voilà. Et elle dit, après, il y a une justesse divine, mais il n'y a pas de justice divine, mais il y a une justesse divine. Ça veut dire, c'est pour ça que pour les gens qui posent ces questions de bien, de mal, moi j'en reviens toujours à cette phrase de Jésus, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des pressions. Hein, on a parlé tout à l'heure de pression cosmique, atmosphérique, artérielle. Ces pressions artérielles nous confèrent des humeurs. Ces humeurs, ça peut être des envies, ça peut être plein de choses. Hein, je emploie le mot chose. Plein de mouvements, plein d'expressions. Et je crois que dans la mesure où c'est géré par des lois physiques, quand Carl Einstein, puisque c'est sa voix, dit il y a une justesse, ne pas se confiner à cet immanentisme, mais parler de justesse divine plutôt que de justice divine, elle remet bien encore une fois les choses à leur place. Parce que c'est vrai qu'on voit des enfants qui meurent de faim, enfin moi c'est mon cas en tout cas, je trouve ça injuste, je trouve ça malheureux et j'en souffre. Mais il y a dans le langage de ces êtres-là, il y a certainement une justesse qui procède d'une plus grande connaissance de la situation géographique, la surprocréation, et là il y aurait justesse à ce niveau-là. Si on veut bien aller un petit peu plus loin, on est capable nous aussi de s'en rendre compte. Bien que le sentiment, chez nous, il soit plus, on va dire, plus voyant que chez ces êtres-là, qui n'ont pas le même affect, on va dire. Hein. Bien, je constate qu'au fil de cette émission, les entités réputées... se sont contentés simplement de faire claquer les halogènes, c'est maigre. Non, il était en fin de vie celui-là. En fin d'existence. En rupture. Oui. En rupture. Ces entités, donc, si généreuses habituellement en phénomène, n'ont a priori rien à dire ou redire quant à ce qui s'évoque autour de ces micros, rien à ajouter. Pas que par poltergeist, j'espère. Est-ce que je pourrais vous demander qui était Karl Schall? On sait que
On sait que Rasmussen était druide. Oui, mais Rasmussen apparemment n'appartient pas à la même espèce. Qui semble, à un moment donné, elle dit, nous n'appartenons pas au même flux, nous ne sommes pas issus du même support. Elle se présente comme je ne dirais pas de sexe, mais de genre féminin. De notre monde. Oui, on va dire ça. Hein. Oui, ici disent elle. Moi, oui, c'est ça, elle. Bon, mais alors vous ne savez rien vous ne savez rien du tout? Non, je sais rien du tout. J'ai posé les questions dans ce texte de mars 1983 dont je parle tout à l'heure, qui est dans la charnière du tome 3, où elle va parler de cette cosmologie. Et je lui dis, où est la différence? Elle me dit, nous ne provenons pas du même support. Ça veut dire qu'ils ont conscience d'avoir appartenu à un moment donné à un support différent. Donc là, on peut peut-être parler d'extraterrestres. Nous accueillons Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Bon, cette émission est assez passionnante, j'aurais 20 000 questions à poser, je vais essayer de me focaliser sur un sujet. Alors j'ai préparé quelque chose que j'ai écrit pour essayer de pas trop me perdre. Donc je vais poser cette question en la lisant un petit peu, ça sera peut-être pas terrible à l'antenne, mais je me lance. Hein. Donc sans remettre en cause donc votre témoignage sur la réalité de ce que vous décrivez, bon j'ai eu l'occasion aussi de connaître ce que vous avez pu faire et dire au travers de la cassette de Jimmy Gueux, moi aussi, que j'ai chez moi. Donc je voulais dire, je suis assez d'accord pour dire avec vous qu'effectivement un parcours où la souffrance est prépondérante mais où elle n'est pas masochiste, c'est un parcours qui fait particulièrement évoluer au sens du retour vers son vrai cœur, débarrasser des illusions de l'ego et de l'imaginaire au sens de solutions globales qu'on chercherait à trouver. Mais c'est un parcours, à mon sens, qui est un parcours personnel. Donc dans ce sens, en rapport avec ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Thérèse de Brosse, là, au niveau de l'Apocalypse, qui, dans son sens étymologique, signifie révélation. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y aura jamais de Messie. C'est l'illusion suprême pour l'humanité, ça. Bien sûr, oui. Que seul celui qui a besoin d'être sauvé pourra l'être, mais seulement par lui-même, dans sa prise de conscience de sa responsabilité à être heureux ou pas. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a en psychothérapie, je pense qu'on a largement de quoi faire à ce niveau-là. Et je me posais cette question que j'ai envie de vous poser aussi. Est-ce qu'on a encore besoin, en fait, d'un message comme celui dont vous êtes l'intermédiaire, dans la mesure où, par exemple, moi j'adore un homme qui s'appelle Friedrich Nietzsche, qui est à mon sens un des plus grands penseurs de l'humanité, et qui a dit une chose, pour résumer son œuvre, mais elle est tellement vaste, Dieu est mort, sachons devenir, alors là c'est peut-être moi qui change un petit peu sa phrase, sachons devenir adultes, assumons notre liberté, et avec un auditeur tout à l'heure qui a été assez un peu désagréable à votre rencontre, je dois dire qu'effectivement, moi je pense que j'étais un petit peu d'accord quand même avec lui malgré tout, c'est que on est en train en fait de faire évoluer, je pense, notre humanité, mais on le fait à notre vitesse, dans la réalité des échanges, pour reprendre votre terme, qui sont aussi bien créatifs que spoliatifs, parce qu'effectivement il y a beaucoup de spoliation ou d'exploitation de l'homme par l'homme, ou négatifs. Et dans tout ça, en fait, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu idéaliste dans la mesure où c'est une espèce d'absolu que vous recherchez et qui serait un petit peu fantasmé, parce que vous employez aussi beaucoup l'expression, enfin vous faites parler Jésus, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a dit, parce que tout le monde le sait parler, mais apparemment il aurait dit en fait qu'il était contre les églises, que tout est en nous, hein, donc dans tout ça, est-ce qu'on a besoin en fait vraiment de ce message-là? Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui, avec tout ce que les différentes sociétés sur notre terre, aussi bien occidentale qu'orientale, ont pu apporter avec toutes les réflexions qu'on a, est-ce qu'on n'est pas justement à même aujourd'hui, en faisant un parcours personnel, de se remettre en question, de se responsabiliser sur des choses assez simples comme effectivement la pollution dont vous avez pu parler tout à l'heure, ou l'hygiène alimentaire? En ce moment, je crois à Saint-Denis, là, il y a un colloque sur les altermondialistes, là. Hein. Je vois des gens qui fument, qui boivent. Je suis pas du tout certain qu'ils mangent bio, qu'ils aient fait le moindre effort pour acheter un véhicule au GPL parce qu'on sait ce qu'il en est devenu, etc. Moi, je pense que les solutions, elles sont à un niveau assez simple, elles sont dans la prise de conscience. Mais évidemment, ça, c'est complexe, en fait. C'est un petit peu comme l'amour. Je pense que l'amour, c'est simple, mais que c'est devenu tellement compliqué, on ne sait plus comment faire. Alors, je sais pas, c'est une question maintenant qui est partie un petit peu dans tous les sens. Je sais pas si vous pouvez répondre à ce que je veux dire. Oui, je retiens surtout ce que vous avez repéré, ce qui est essentiel dans l'histoire, c'est qu'une évolution, à notre niveau, dans la mesure où on n'a pas une pensée collective, est individuelle obligatoirement. Bon, elle est liée, si on reprend les termes des textes, à cette fameuse capacité d'admissibilité d'impression, c'est-à-dire qu'on est capable de s'imprimer de quelque chose, hein, dès le départ, donc, et même avant le départ sans doute, et de l'exprimer ensuite, et à travers l'expression qu'on va se trouver en échange, dans cette loi des échanges, avec des valeurs qui vont être ce qu'elles sont. Hein. Bon, l'évolution, elle passe par là. Pour eux, l'évolution, c'est pas une élévation. Si on prend la définition de l'évolution, c'est élaboration continuelle d'un agencement. C'est pas la même chose. Parce que ça peut passer, l'évolution, on l'a eu dans les tout derniers messages, ça peut passer par ce qu'on appellera, nous, une involution.
Et oui, et c'est comme ça, et on dit qu'il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. C'est ce qu'on appelle la régression psychothérapie, quoi. Voilà, si vous voulez. Donc il faut pas être défaitiste ni catastrophiste. Moi, je crois que à partir du moment où on est capable de se prendre en charge, parce que c'est vrai que ce message, il peut paraître, Jimmy Gueux me disait à l'époque nihiliste. Jimmy Gueux parlait de nihilisme. Moi, je suis pas d'accord, dans la mesure où, de toute façon, on a un potentiel en nous qui se révèle à un moment donné à travers cette information qu'on a de base. Et on dit chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que l'individu, il n'a pas besoin d'être poussé dans ses derniers retranchements pour précisément montrer son vrai visage. Moi, j'étais attiré d'entrée par une forme d'autodiscipline à travers le sport. J'ai aimé la poésie. Je crois que je suis resté fidèle à ce que j'ai entrepris dans mon adolescence. Je dirais pas dans l'enfance, mais en tout cas dans l'adolescence. Je crois que tout un chacun est capable de faire cela. Mais peut-être qu'il est bon qu'à des moments donnés, vous parliez du message et de la raison de le transmettre. Je crois que peut-être certains, et là je me fais un petit peu leur avocat, ont besoin d'un guide à des moments donnés de leur existence pour précisément moins douter et aller vers quelque chose de plus tangible à leurs yeux, en tout cas, qui ne leur apparaissait pas. Ouais, mais ça c'était intéressant quand vous avez parlé de ça, parce que là j'ai envie de rebondir. Oui. Je veux dire, les religions ont fait des dégâts considérables au niveau de l'humanité. Mais évidemment. Le pire a été commis par toutes les religions monothéistes notamment. Parce qu'il y a un pouvoir au bout, mais là il n'y a pas de pouvoir, là il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'argent. Bien sûr, donc pas de pouvoir. Le pouvoir de qui? Je sais pas, moi j'ai l'impression des fois que le pire de la manipulation, ça peut être justement de faire croire qu'il n'y a aucune manipulation. Non, mais attendez, le problème, moi je reviens toujours à ces recoupements qu'il y a effectués. Je crois que la meilleure solution, c'est de chercher le caractère unitaire de ce qu'on propose. Or, le caractère unitaire de ce qu'on propose, pour qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait plusieurs plots, il faut qu'il y ait plusieurs points d'achoppement. Donc à partir du moment où on arrive à se regrouper, et on peut partir vers ce point oméga dont parlait Teilhard de Chardin, précisément, en effectuant ces recoupements. Donc il ne s'agit pas de prendre les paroles de Karzenstein comme paroles d'évangile, pas plus que les paroles que nous ont transmises la Bible, ou le Coran, ou la mythologie, ou la Torah. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il s'agit de retrouver là-dedans ce qui se recoupe, ce qui se rejoint. Et là, nous sommes capables, avec notre intelligence, avec notre capacité d'admissibilité d'impression, d'exercer une expression qui va être, je pense, en harmonie, qui devrait être, en tout cas, en harmonie avec ce que nous disons vouloir être. Parce qu'il y a la qualité des choses à vivre et la qualité des choses qu'on estime devoir vivre. C'est pas la même chose, hein. Oui, mais moi, je suis assez d'accord d'une manière générale, mais vous avez parlé tout à l'heure d'échanges et vous avez parlé aussi de différence de potentiel tout à l'heure. Si évidemment. Parce qu'il ne se passe rien dans la vie. La vie est née, si on prend l'astrophysique, on sait très bien que c'est parce qu'il y avait des différences de densité si on l'explique à travers cette vision-là des choses. Hein. Mais ce que vous appelez la vie, c'est ce que appelle l'existence, c'est-à-dire tout ce qui appartient à un moment donné à une forme, à une localisation. Or la vie, si on regarde la physique quantique aujourd'hui, et les physiciens commencent à s'en rapprocher, c'est plutôt ce vide, cette matière noire, cette énergie noire qu'on ne situe pas. Et tout à l'heure, Michel Karmassi disait, il n'y a pas de particules. C'est grave, il n'y a pas de particules. Il n'y a de particules qu'autant qu'un mouvement, et là je pense au synchrotron par exemple qui est à Genève, il y en a plusieurs, enfin celui de Genève est le plus, qui nous permet de voir les microparticules parce que précisément s'exerce le mouvement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas le mouvement que ces particules n'y sont pas non plus. Mais on ne les voit qu'à travers ça. Donc quand il n'y a plus de particules, je pense qu'il faut dire il n'y a plus de mouvements qui permettent de distinguer ces particules. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, la physique quantique m'intéresse particulièrement. Moi, je voulais un petit peu en revenir quand même à cette idée. Mais qu'est-ce qu'il recherche et qu'est-ce que vous recherchez au travers de la diffusion en fait de Moi, je pense que je ne recherche rien, mais ça m'a été donné pour que je puisse, je crois, atteindre à un moment donné un équilibre, parce que je suis pas spécialement adaptable à ce système d'existence. La preuve, c'est que j'ai été quand même mis en marge, on va dire, on va appeler ça comme ça, de ce système d'existence, dès le départ d'ailleurs, de par l'abandon, de par la naissance prématurée, de par l'abandon, etc. J'ai pas à m'en plaindre, j'en ai pas fait une focalisation. Simplement, je crois que j'avais une information en moi qui m'a été révélée. Je pense à Jacques Lacarrière qui dit que les enfants qui naissent différemment, ils ont automatiquement une existence différente après, qu'ils ont un rapport différent avec le monde dans lequel ils vivent, parce qu'ils sont assistés, parce qu'ils précisément ils représentent quelque chose d'autre pour peut-être d'autres êtres, d'autres forces en tout cas. Et pourquoi pas dans la mesure où il y a cette information en chacun de nous. Je disais tout à l'heure à Didier, moi je ne fais que l'extirper, qu'aider. Je dis c'est très prétentieux. Je ne fais que, c'est-à-dire j'essaie avec ceux qui m'entourent et à travers ce message d'extirper d'eux ce qu'ils ont déjà en eux. Je n'invente rien, je crois. Maintenant, c'est les terminologies qui semblent différer et qui semblent un petit peu choquer l'environnement, les gens, les auditeurs. Moi, en tous les cas, je peux dire qu'à force d'entendre les messages, sans prétention aucune, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus clair pour moi.
Les mots commencent à résonner. Mais c'est évident, mais moi je ne veux brusquer personne. C'est pour ça quand on me dit c'est compliqué, je dis oui parce que c'est vrai que ça peut paraître compliqué. Moi-même je prétends pas avoir tout compris, ne serait-ce que dans la physique, parce que je n'ai pas fait de physique. Mais je crois que dans le vécu, c'est là où je crois il y a quelque chose d'intéressant à vivre, c'est de ne pas dire on va suivre le message pour avoir une hygiène de vie ou pour modifier notre comportement. Non, pas du tout. Simplement à des moments donnés, il s'agit de se rendre compte que quelque chose qu'on est en train de vivre peut s'adapter à quelque chose qui a été dit dans le message. Et là, c'est encore une forme de recoupement qu'on fait. C'est la marche inverse, c'est le processus inversé. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut, à un moment donné, en toute humilité, parvenir à prendre conscience. Voilà, parce que c'est prendre conscience. Car Einstein dit évaluer pour évoluer. Oui, je crois que c'est un jeu de voyelles qui est tout à fait adéquat. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. J'avais encore un petit truc que j'avais envie de lire là. C'est dans un film qui est tiré de la série télévisée, je crois, qui s'appelle Dark Angel. Enfin, moi, je l'ai jamais regardé, mais j'avais loué la cassette du film un jour comme ça. Et dedans, j'avais relevé cette phrase qui était, au mot près, je crois que je me suis pas trompé. L'espoir est pour les perdants, c'est un leurre, un piège dans lequel on tombe et dont on ne sort seulement qu'en regardant enfin la vérité en face. Et c'est pas fou, hein, parce que eux ont tué l'espoir, pour reprendre une expression d'un ami à moi, mais ils ont fait naître l'espérance, parce que l'espérance c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure d'agissement et d'acte, l'espérance c'est quelque chose ils disent la plus belle espérance c'est de pouvoir espérer encore, donc c'est bien cette vie éternelle. Or l'espoir c'est quelque chose qu'on va figer encore dans une intention, dans quelque chose qui va passer un jour à une autre intention et à un autre espoir, et on va rester toujours dans le caractère provisoire des choses, qui va nous interdire cette éternité à laquelle on semble aspirer depuis la nuit des temps. Oui, puis je dirais que effectivement l'espoir est en rapport pour moi avec l'imaginaire, et c'est notre imaginaire qui est un grand tort pour nous-mêmes, car contrairement à l'animal par exemple qui lui n'a peur que quand la limite, par exemple si c'est un herbivore, il a peur que quand la limite de sécurité est franchie, autrement il n'a pas peur. Nous on a peur en permanence, quoi. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que la communication avec les autres est difficile, c'est qu'en fait on est figé dans cette peur, et puis on va construire des choses incroyables dans notre imaginaire qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Et c'est vrai que la prise de conscience est nécessaire pour évoluer, pour en fait notre bénéfice mutuel. Finalement, c'est même pas le bénéfice de l'humanité, c'est notre bénéfice personnel que de comprendre cette chose-là. Tout à fait. Et un bénéfice personnel, il peut déteindre, puisque dans les textes, il est question à un moment donné d'influence mimétique, et par cette influence mimétique, avec des nuances diverses, à des degrés divers, je crois qu'on peut faire boule de neige et puis aider notre environnement. Moi, c'est ce à quoi je tends en toute humilité. Et je pense que j'ai besoin de savoir qu'il y a des personnes qui prennent des relais à un moment donné, chacun dans leur dimension, parce que moi, ceux qui citent Krishnamurti, je suis très content. Voilà, moi je conseille aux gens la lecture de Krishnamurti, la cosmogonie de Victor Hugo, et je pense qu'il y a matière là Teilhard de Chardin évidemment, et il y a matière, je pense, à bien évoluer. C'est sûr que ça s'écarte du divertissement de nos sociétés de consommation, mais ça c'est un choix aussi qui nous appartient. S'il y a une marge de manœuvre et un libre arbitre, il est là. C'est vrai, ouais. Mais moi je voudrais redire encore une chose, je pense qu'on a vraiment oublié Nietzsche, et je pense que c'est un des plus grands penseurs au monde. Oui. Et c'est vrai que des fois j'avais envie d'être un peu provocateur et de dire mais arrêtez de réciter évidemment en rapport avec une religion dont on parle allègrement en ce moment, et plutôt essayer d'ouvrir votre esprit et votre cœur à la suite de ça, justement en étant libre, parce que je crois que s'il y a un destin à l'homme, c'est justement d'assumer sa liberté. C'est cela. Moi, c'est ça. C'est cela, oui. En tous les cas, je suis très content de vous avoir parlé, et je dirais avec plaisir. On verra quelles difficultés je vais rencontrer, mais votre prochain livre, il va sortir quand alors? Écoutez, quand je l'aurai terminé, je vous ferai une réponse un petit peu de Normand. Là, non, je ne sais pas du tout, parce que comme je suis dérangé, je m'interromps en permanence. Mais Jean-Claude Pantel, puisque vous écrivez le 4e, ça veut dire... Non, le troisième, j'écris. Je sais qu'il y en aura un 4e par rapport à la chronologie. J'avais cru comprendre que vous écriviez le 4e, alors que le 3e était déjà fini, en attente d'être publié. Non, il est en cours. Oui, je me suis mal exprimé. Donc ça sera pour dans quelques mois. Quelques mois, on va dire quelques mois, oui, quelques mois. Ok. Bon courage. Alors. Merci. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Et à part ça, et en attendant la publication du 3e ouvrage, est-ce que l'intégrale des textes complets à ce jour est disponible en marge des éditions Ramuel, du tome 1 et tome 2 connus? Alors, évidemment, on parle dans Internet sous le nez. Il est certain que moi, je peux faire passer ces textes sur Internet par mes relations, mes amis, donc moi je ne dispose pas d'Internet, aux personnes qui le réclament. Simplement, ils donnent leurs coordonnées, on le fait... Il y a un monsieur qui n'a pas Internet, il vient de m'écrire de la région de Bordeaux, à qui je vais faire parvenir 300 et quelques pages de texte. Bon, voilà, c'est gratuit, et c'est comme ça, il fait ce qu'il peut avec après. Et alors, pour se le procurer, ce texte, ce fichier... Il me donne, je pense que Bernard Bidot, il est en relation avec Chevaux, s'il est encore à l'antenne. Bernard Bidot, en un seul mot.
DAULT à la fin, attention, @free.fr, et vous serez destinataire d'un fichier de... avec un lexique même, hein, 300 pages. Oui, ça s'impose, le lexique. Mais le lexique est compliqué. C'est un ami à moi qui l'a fait, c'est un scientifique, et après il faut faire le lexique du lexique, voilà. N'êtes-vous pas surpris, Jean-Claude Pantel, que pour une fois, il ne se soit rien passé dans votre environnement immédiat? Ce qui me surprend, c'est que je veille rarement, étant donné que je me lève très tôt, moi, je veille rarement si tard et je me sens de plus en plus clair, de plus en plus dispo. Je sais pas, je rajeunis, elle m'a dit Marie-Thérèse. Je suis bien avec vous, je me sens bien, donc merci de m'avoir invité. Avant d'aller plus loin, lorsque vous verrez clignoter la petite lumière verte à votre gauche, vous la distinguez là? Oui. Voilà, lorsqu'elle clignotera un petit peu plus rapidement, actionnez la pause de votre appareil. C'est dans le cadre de votre régénération, ce sera moins agressif, dirons-nous, que le sifflet strident que nous utilisons coutumièrement. Allez-y, faites un essai. Une pause, là. Ça veut dire quoi, techniquement parlant, cet échange Dans le cadre de l'entretien que j'ai avec Arzenstein, il y a toujours des signaux. Et les signaux, ils étaient plus souvent sonores que visuels, on va dire. Donc, à un moment donné, il y avait ce sifflet strident qui était très désagréable parce qu'il était surprenant et en même temps, c'était pas agréable à entendre, c'était des décibels. Alors qu'avec la petite lumière verte, comme on dirait une petite lumière qui m'a clignoté là, il y avait, on savait qu'il y avait la pause à respecter. Et quand ça clignotait, on repartait, quoi. C'est-à-dire que l'entité s'amuse à faire clignoter un LED. Voilà, bon, je suivais ça, donc j'avais certainement... Il agit sur le... Je pense que c'est pour m'obliger à être concentré sur plusieurs choses, pour pas perdre le fil, parce qu'il y a des bruits des fois. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu dans des vapeurs, dans de l'eau, dans ces cas-là. Pour moi, j'ai cette impression. Hein. Évidemment, je suis pas dans l'eau, parce que je suis sec quand je sors, mais j'ai cette impression. Comme vous nous en aviez avisé, tel que vous nous l'aviez prévenu, la période qu'on vient de traverser a été difficile, rude. D'ailleurs, je ne prétends pas qu'on s'en soit totalement remis. Vous avez d'ailleurs pu le constater lorsque vous êtes passé récemment. Oui. Le dicton « prévenir vaut mieux que guérir » s'accommode mal ici de la situation, je dirais. Encore que je reste persuadé qu'à travers vos conseils qui sont pour moi des prédictions, je pense que c'est pour tout le monde pareil, dans la mesure où on s'y montre attentif. Je disais donc que vos conseils m'ont aidé. Je dis m'ont aidé parce que je ne veux pas me substituer à ce qui m'entoure. Ils m'ont permis d'assumer avec moins de désenchantement, pour reprendre une de vos expressions, ces moments que je considère difficiles, sans toutefois me soustraire à des tourments, je dirais, inhérents à mes limites, aux limites de ma dimension. Bien sûr, très égoïstement, je songe, tel que vous le savez, à Pollux, pour lequel je n'ignore pas que vous et les vôtres avez tout fait jusqu'à l'instant qu'il me faut qualifier de fatal. Continuez. Oui, vous voulez que je... L'instant se prête à ce que vous évacuiez le surplus analytique façonné par votre mode de pensée. Cela sera profitable, entre autres, au déroulement de votre phase extatique, entrepris lors des derniers cycles annuels. Oui, je ne voudrais pas trop m'étendre sur le sujet délicat qui nous ferait traiter encore une fois de mon influence sur la tournure que prennent certaines situations, certains événements. Oui, mais je vous engage à continuer. Bon, pourtant je songe vous le savez, à certaines phases que mes amis et moi avons considérées comme tragiques, et même si je me dois de nuancer selon les cas qui se sont imposés à mon jugement dans ces circonstances particulières. Nous concédons sans conteste d'être en proie à des problèmes de conscience, ne situant pas les critères d'échange qui entrent en lice lors de certaines situations semi-provoquées. Oui. Vous rassurer sur le plan inconscient qui vous vit durant ces phases n'autorise pas pour autant de minimiser l'influence que vous exercez, du moins que vous y exercez dans leur déroulement. Oui. Pollux demeurant Pollux, je dis bien demeurant, et n'y voyez pas là l'ombre d'une offense à votre foi. Nous ne nous appesantirons pas sur la mue évolutive qu'a entamé votre ami. Sachez simplement que la chose se réalise en ce cyclique et aboutira comme il se doit dans le dimensionnel auquel, pardonnez-moi de vous le répéter, vous devriez déjà appartenir. Oui, lorsque vous dites dans ce cyclique, je suppose que cela n'a rien à voir avec ce que vous appelez cycle annuel. Vous supposez comme il se faut.
Je vous dirai compendieusement qu'un cyclique est une démultiplication d'ambiants projetés par le temps dimensionnel et s'inscrivant au gré des fluctuations de la masse ectoplasmique dans le mouvement de la syzygie spatio-temporelle. Oui. Les cycliques connaissent aussi la rupture, j'entends, mais l'effet spiralisant du dit mouvement, les réordonnances d'après ce que vous savez être, à présent, la récurrence réadaptatrice. Oui. Pour l'heure, ne nous éloignons pas de vos états d'âme, ou plus concrètement de ce problème de conscience qui dérange le déroulement de votre phase extatique, et qui, nous ne l'ignorons pas, prend sa source en des sous-ambiants, à l'occasion des ruptures de vie consciente d'individus, avec lesquels vous vous êtes trouvés, nous dirons, en décalage, voire même en opposition, comme le définissent, entre autres, celle de votre ancien voisin mitoyen, et plus récemment du géniteur de Lucette. Oui. Il est indéniable que ces deux personnages ont entrepris, au fil des périodes où ils vous ont côtoyé, d'établir un rapport de force avec ce que détermine votre reçu. Certains de leurs agissements, je précise bien agissements, ont interféré avec le dit reçu lui-même, c'est-à-dire en connexion directe, bien qu'intermittente avec votre rendu. L'issue de l'échange auquel vous savez fort bien que d'autres espèces participent était vouée à se réaliser dans les formes que la qualité de choses à vivre et vécues de chacun comportait, en interagissement direct avec ce que représente réellement votre reçu proprement dit, et conséquemment votre rendu. Oui. Le mélange des énergies, définissons-le ainsi, ne pouvait à la longue que se montrer détonnant. Là encore, le provoqué affiche ses limites par rapport à l'établi. D'ailleurs, vous admettrez sans peine, Jeantel, qu'il ne s'agit en l'occurrence que d'une autre facette de la loi d'alternance osmotique dont nous avions débattu à propos de diverses situations au cours d'entretiens antérieurs. Oui, vous parlez de la lettre du petit Alexandre. C'est exact. Néanmoins, je ne puis prétendre que ceci fera taire vos relents de conscience. Toutefois, n'oubliez pas qu'en ce qui nous concerne, nous sommes confrontés à cet état de fait sur d'autres plans. Du reste, il vous fut confié qu'étant à même de vivre ce que le Père nous donnait, nous subissions ce que sa vérité nous proposait. Oui. Là, vous évoquez les réordonnancements de pression auxquels vous participez. C'est cela pour l'essentiel. Cependant, je souhaiterais que nous revenions sur l'avant-dernier point traité, lequel vous remémorera des propos que nous tîmes lors de conversations au cours desquelles nous vous avions fait ressentir que sous couvert du circonstanciel le révélant, le provoqué émanait toujours de l'établi. Oui. Étant acquis qu'au vu de ce circonstanciel, à l'image de l'exemple que nous venons de commenter, cette émanation s'exerce dans ici et maintenant, 95.2. Donc, concluons entre nous, Jean-Claude Pantel, Jean-Claude Carton, Marie-Thérèse Debrosse. C'était nouveau pour toi, Marie-Thérèse, d'entendre ah oui, sur la distance comme ça, ce type d'enseignement. J'en avais lu, mais pas du tout ces textes-là que je ne connaissais pas, mais j'ai jamais entendu. Ceux-là, pour cause, ils sont de 96, donc ils ne figurent ni dans le tome 1, ni dans le tome 2. Oui, mais Jean-Claude Pantel était censé m'envoyer les choses que je n'ai jamais reçues. Je suis responsable. Alors comme ça, il saura que je ne les ai pas lues. Non, je suis responsable en partie parce que la personne qui devait le faire ne l'a pas fait. Bon, c'est vrai qu'elle est sollicitée aussi à d'autres moments, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus fourni l'adresse de Marie-Thérèse Debrosse. Alors, est-ce que je peux encore demander ce qu'est la loi d'alternance osmotique? Voilà. Bon, je pense que l'effort à faire pour le lecteur, c'est précisément de voir, il y a une étymologie de toutes ces choses-là, essayer de voir du mot à mot et éventuellement de repositionner le nom, l'adjectif, les noms, les adjectifs selon. Bon, il y a osmose attractive, il y a loi d'alternance osmotique. Alors la loi déjà. C'est les échanges voilà. Entre les. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a, nous le verrons, une balance. Une balance chez les anciens, on le trouve dans le canevas zodiacal, qui correspond donc, je le disais tout à l'heure, à la justesse et non pas à la justice. D'accord? Oui. Cette loi d'alternance osmotique, elle est là pourquoi? Pour permettre une harmonie des choses. C'est-à-dire qu'il y a une osmose, on a parlé d'ambiant. Quand un ambiant prédispose à ce que un courant prenne telle ou telle direction, fasse subir telle ou telle
événement, à notre environnement et à nous-mêmes, je crois qu'il y a obligatoirement, il se produit obligatoirement un rétablissement de cet équilibre qui a été à un moment donné dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas d'équilibre absolu, mais il y a une loi d'alternance osmotique. Ça veut dire que Karzenstein dira un petit peu plus tard, je ne parle pas dans le micro, Karzenstein dit un petit peu plus tard, chaque état est un état actuel, c'est-à-dire un état s'actualisant. Donc cette loi d'alternance osmotique, elle est là pour, à un moment donné, mettre en harmonie les choses en fonction, donc le mouvement en fonction des ambiants qu'il génère et dont il se régénère. Donc il n'y a que des successions d'instants, alors. Ce sont des successions d'instants. C'est là que, nous sommes plutôt versés vers la philosophie ou la poésie, que les scientifiques et les physiciens doivent nous aider à un moment donné. Parce que je crois que eux sont capables, aujourd'hui, je pense à Michel Carmassi, évidemment, qui est plus à l'antenne, mais je pense à ces gens-là, Richard Vial, tout ça, qui sont capables de rentrer dans une forme de philosophie à leur tour, de faire dire aux mots, aux méthodes, aux recettes, comment ils appellent ça, ils ont des mesures qu'ils ont, une autre valeur, une valeur beaucoup plus humaine, je dirais, je crois, puisque nous fonctionnons en fonction de sentiments et de... Non. Alors évidemment, Didier s'étant absenté, tiens, bonjour Didier. Ah bon? Bonsoir. Bonjour. Une dématérialisation rapide, vite fait. Marie-Thérèse ayant oublié son micro. Oui. Voilà. Une pierre dans ton jardin, oui. Voilà. Donc c'est la première fois que j'entends ces voix. Je peux pas dire que je sois surprise parce que finalement ce qui est dit là, on le retrouvait déjà avant. Enfin, il n'y a pas de nouveauté. Il fait allusion à des situations que vous avez vécues sans qu'elles soient nommées, donc je peux pas savoir de quoi il est question. Oui, moi je vais le développer dans le livre, oui. Évidemment. C'est pour ça que je suis obligé d'articuler les textes autour des anecdotes. Parce que là, on vient de perdre le géniteur de Lucette, on vient de perdre Pollux, qui était le chien qu'on a trouvé dans le tome 2. Je me demandais qu'il y ait des Pollux quand même, voilà. parce que... Si, dans la fin du tome 2, il y a Lucette qui trouve un petit chien avec un cordon ombilical qui n'est pas viable et qui va durer quand même 15 ans. Oui. Qu'on vous a imposé, Voilà. Et qui a failli s'appeler Moïse. Jean-Claude, je me permets de retranscrire une question d'auditeur au standard. Oui. Voilà, il a remarqué deux choses. Premièrement, que vous ne parliez jamais l'un sur l'autre. C'est arrivé, mais je l'ai pas dans son enregistrement, je l'ai pas. D'accord, et qu'en fait vous vous racliez la voix. Oui. À chaque fois en début de phrase, comme une personne qui parle aigu, qui pourrait se racler la voix parce que, je sais pas, une remontée de quelques salives dérangeante et qui veut reparler grave juste après avoir parlé aigu, donc il va se racler la voix. Autrement dit que ce serait le même qui passait de voix. Exactement. On m'a parlé de ventriloque en antenne, oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, il y a des cannes de tout. Là, j'ai pas porté tous les enregistrements, il y a des cannes de tout, et comme je disais tout à l'heure en aparté, ou peut-être c'est passé sur l'antenne, j'en sais rien, il y a aussi cette impression d'être dans de l'eau. Alors, il est possible qu'on utilise mes cordes vocales, ça je ne dis pas le contraire, encore que les gens qui m'étaient entourés, qui ont entendu ces voix, disent, d'ailleurs on l'entend très bien à la fin, quand elle s'éloigne, quand elle dit à bientôt, on sent que c'est plus sur le même plan. Elle est ailleurs. Elle est déjà ailleurs. Alors il est possible qu'on se serve de toute façon, il faut bien un support, puisque l'écran de télé ou l'écran de l'ordinateur va servir pour des textes écrits, il faut bien qu'il y ait un support pour faire parler des voix. Hein. À la fin, quand la personne dit à bientôt, on sent un éloignement. Ah oui, c'est net. La chose leur appartient, Chantelle. Oui. Allez, à bientôt. Bientôt, Karzenstein, merci. Bon. Moi, je la revis, la situation. C'est vrai que... Donc, Jean-Claude Pantel, vous n'excluez pas que ce soit votre même larynx qui se serve de voix. Je n'exclus rien du tout. Moi, je pense qu'à des moments donnés, ça sort de moi, puis à d'autres moments, par les témoignages des gens qui sont autour de moi, ça sort pas de moi. Mais ça, c'est évident. C'est jamais pareil. Voilà. Quand, même en physique, un objet, il peut arriver brûlant. Une pierre peut arriver brûlante, et puis une autre, elle peut arriver, elle n'est pas brûlante du tout. Donc il n'y a pas de loi. On parle de dématérialisation, les portes qui se dégonflent, ça arrive pas obligatoirement dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. C'est pour ça que ce sera difficile à faire, enfin je parle surtout pour les scientifiques, à essayer de faire des lois absolues de ces choses-là. Il y a l'instant, voilà. Alors l'instant, est-ce qu'il se prête? Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que ça se passe autrement? C'est évident, mais nous, on n'est pas maîtres en tout cas. Bien, c'était un aperçu du cas Pantel, puisqu'il est convenu de l'appeler comme ça. Vaste affaire, cette affaire Pantel, qui se déroule maintenant depuis 35 ans, qui fait l'objet de 2 bouquins publiés, un 3e en cours, un 4e en perspective, les 2 premiers aux éditions Ramuel, Les Visiteurs de l'espace-temps, tome 1, l'initiation, tome 2, le message, et nous avons déniché une racimelle. C'est comme ça qu'on saura si Bernard Bidot est un véritable ami. On n'a pas eu pour confirmation, mais j'ai son adresse email
de mémoire comme ça. Bernard Bidot en un seul mot. D-A-U-L-T à la fin, attention, @free.fr. Eh bien, les amis, au moins, peuvent se rendre utiles et concentrer les demandes pour les transmettre. Et après tout, s'il est surchargé, eh bien, il changera d'adresse email. Non, c'est pas un cadeau empoisonné, mais on lui demande gentiment d'accepter de jouer ce rôle. Il faut bien que quelqu'un se dévoue pour vous servir de liaison, Jean-Claude Pantel. Donc, Bernard Bidot, en un seul mot, sans tiret, sans point, Bernard Bidot, D-A-U-L-T, à la fin, autrement dit, free.fr. Et on aura d'autres nouvelles, j'imagine, à l'occasion d'un prochain séjour à Paris ou à l'occasion de l'apparition du 3e tome, Jean-Claude Pantel. Oui, bien sûr, oui. Moi, je suis à votre disposition, comme vous voulez. Peut-être la prochaine fois, on nous aura droit à une manifestation. L'intérêt serait, je crois, enfin, par rapport au message surtout, serait que les gens qui aient accès à la chose, donc fassent leur demande à Bernard Bidot, qui leur transmettra, je pense, le mail de Chauveau, puisque c'est lui qui détient la quantité des messages, l'intégralité des messages, et qu'on puisse en parler, disons, plus ouvertement. Là, on poserait des questions plus précises, plus ciblées, parce que là, c'est vrai, on balance ça, il faut quand même avoir abordé ça à un moment donné. Je pense pas qu'il faille improviser. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait avec les gens avec lesquels je travaille, je leur ai donné les textes, je leur ai dit après, vous venez me voir. Sinon, on s'en sort pas. Disons que c'était un premier exposé. Voilà, oui, non, mais c'était bien, les choses que vous avez fait, c'est bien, parce que ça permet aux gens de voir autre chose. Et ça m'évoque tout à coup quelque chose en conclusion, ce fameux singe qui, connu de l'Inde entière, Sai Baba, qui produit de sa main, de la paume de sa main, des cendres et aussi des objets, qui matérialise des objets, surnommé l'homme des miracles à travers l'Inde entière, extrêmement populaire. Eh bien, à la question pourquoi vous produisez des miracles, comme ça il avait coutume de répondre, je donne aux gens ce qu'ils attendent, afin qu'ils attendent ce que je suis prêt par ailleurs à leur donner, autrement dit, l'enseignement. Il y a un peu ça chez Pantel. Oui, on va dire ça, oui. Sauf que nous, on a l'enseignement à disposition, mais on n'a pas eu le miracle. On n'a pas eu le miracle, mais enfin bon, le miracle c'est déjà d'être là, à pouvoir parler de ça, je crois. Avant, ça ne se serait pas fait. Sans rancune, Jean-Claude Pantel. Et merci. Merci à vous.